Voilà. Bah, il n'y a pas moyen de lui couper la chic à celui-là, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, un nouveau sujet aujourd'hui sur les interventions bicolores. Alors, il y a déjà un dossier du mois sur le sujet sur Amour du Brut, mais ce n'est pas forcément inutile d'y revenir un petit peu. Parce on voit beaucoup de bêtises commises sur les interventions bicolores elles-mêmes et sur les réponses à ces interventions. Alors, vous avez la première main là-haut. Est-ce que, enfin, vous intervenez évidemment sur l'ouverture d'un pic de l'adversaire, mais la question est par quoi? Donc, vous avez le choix entre deux trèfles, deux cœurs et deux piques bicolores cœur-trèfle. Alors, contre, non, contre, on va oublier le contre. Vous n'avez pas une distribution pour contrer. Et le danger, ça serait par exemple que les enchères se passent un pic contre 4 pics, 5 carreaux chez votre partenaire, hein. Bon, alors là évidemment, ça serait pas très gai, hein. Voilà. Alors voilà, donc la question est de savoir est-ce que on peut faire un bicolore avec une main 6-5. D'accord? Bon. Alors, la réponse est ça dépend. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'anticiper la suite. Alors, d'abord, est-ce que vous connaissez la règle si votre partenaire a deux double-tons dans les couleurs que vous lui proposez? Hein, vous faites une intervention bicolore et votre partenaire, il est 2-2 dans les couleurs que vous proposez. Ou 1-1, ça arrive. Bon, c'est plus rare, mais ça arrive. 2-2, par contre, c'est fréquent, hein. C'est quoi la règle? Laquelle il choisit? Est-ce que vous connaissez le truc? Alors, c'est pas la moins chère. C'est c'est mal exprimé. Non. Alors, la plus faible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, voilà. Ça, c'est la bonne réponse. C'est la plus économique. Voilà, la première qui vient. Voilà. Donc, la première dans sa boîte à enchères, si vous voulez. D'accord? Donc, si vous dites un pic, deux pics, bicolore, cœur, trèfle, si votre partenaire est 2-2, il va choisir les trèfles. Bon. Donc, tout va bien, parce qu'on va choisir, du coup, l'atout le plus long. D'accord? C'est-à-dire qu'on va éviter de faire des bicolores avec des 6-5 dont la couleur sixième est la moins économique, parce que du coup, on risquerait de se retrouver dans un mauvais atout. Sauf éventuellement avec des mains très très fortes où on a l'intention de répéter, entre guillemets, la couleur sixième quoi qu'il arrive. Bon, donc ça peut éventuellement se faire. Donc, deuxième question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une limite de force à une intervention bicolore? Et la réponse est non. Voilà. Une intervention bicolore, il n'y a pas de limite supérieure à cette intervention. Il y a une limite inférieure qui va dépendre de tout un tas de critères, de la vulnérabilité, de la qualité des couleurs et de patati patata, mais il n'y a pas de limite supérieure. C'est-à-dire qu'à la limite, quand vous faites un bicolore, vous pouvez avoir As-Roi, Dame, Valet sixième, As-Roi, Dame, Valet septième. Voilà. C'est-à-dire le grand chelem dans la main, dans les deux couleurs. Bon. Et vous voulez simplement que votre partenaire choisisse l'atout, et dès qu'il a choisi l'atout, vous dites 7. D'accord? Donc il n'y a pas de limite supérieure. Donc est-ce qu'il y a une contre-indication à faire un bicolore avec cette première main? La réponse est non. Puisque vous êtes très fort, donc de toute façon, vous pourrez reparler, puisque les bicolores, c'est forcing. Donc vous allez retrouver la parole quoi qu'il arrive. Donc vous pourrez dire au tour d'après que vous avez une main très forte et votre bicolore est déséquilibré, mais c'est pas grave parce que d'abord il est déséquilibré pour la plus économique des deux, donc pas de danger de choisir le mauvais atout chez votre partenaire. Et puis vous pourrez donc dire que vous êtes fort derrière. Et en plus, comme vous avez les cœurs et que les adversaires risquent d'avoir les piques, c'est important de nommer votre bicolore vite avant que le joueur en or qui est derrière vous fasse une enchère de 3 piques, 4 piques qui risquerait de vous embêter. Imaginons que vous disiez un pic de trèfle et que ça vous revienne à 4 pics, qui n'aurait rien de très surprenant, vous allez être très embêté parce que si vous dites contre au tour d'après, votre partenaire ne peut jamais deviner que vous avez 5 cœurs, il risque d'enlever votre contre par des carreaux, voilà, et puis vous serez obligé de dire 5 cœurs le tour d'après, et si votre partenaire préfère les trèfles, finalement, on va se retrouver au palier de 6. Ouais, bon. Donc, c'est tout à fait exagéré. Donc, il faut absolument dire un pic de pique avec cette première main. En revanche, avec la deuxième, non, là, ça ne va pas, parce que là, il y a plein de contre-indications. Et la plus importante de toutes, c'est que si vous dites un pic, deux pics, bicolore, cœur, trèfle avec cette main-là, votre partenaire, s'il est 2-2
dans les cœurs et les trèfles, il va choisir les trèfles. Voilà. Et vous n'êtes pas assez fort pour aller en remettre une couche au tour d'après, surtout si vos adversaires, évidemment, ont entre-temps enchéri des piques, ce qui n'aurait rien de très surprenant. Donc, avec cette deuxième main, il faut dire un pic de cœur, et selon la tournure des événements, eh ben, il sera temps de décider éventuellement au tour d'après si on nomme les trèfles ou pas. Voilà. Mais au moins comme ça, si on nomme les trèfles au tour d'après, on aura au moins montré qu'on avait un déséquilibre en faveur des cœurs. Voilà. Et il n'y a pas de danger, cette fois-ci, d'avoir une mauvaise préférence du partenaire pour les trèfles, alors qu'on serait mieux dans un contrat à cœur. D'accord? Bien. Alors, on continue. Est-ce que vous intervenez à 200 atouts sur un pic avec la première main? Ah, alors, j'ai pour l'instant à peu près des oui, des non. Bon. Alors, les perdantes, c'est pas. Je sais bien que c'est marqué comme ça partout, mais en fait, c'est pas une bonne façon d'évaluer les interventions bicolores. Pourquoi? Parce que la notion de perdante est assujettie au fait qu'on est fité. Voilà. C'est-à-dire que si on n'est pas fité, d'accord, le compte en perdante n'a aucun sens. Voilà. Bon. Donc, le compte en perdante, c'est-à-dire que c'est considéré qu'il y a deux perdantes à carreau et deux perdantes à trèfle. Bon. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a deux trous à carreau, roi-dame, et deux trous à trèfle, as-dame. Ça, c'est vrai si le partenaire est fité dans une des deux. Voilà. Bon. Par exemple, si votre partenaire a la dame de carreau, bon, troisième ou quatrième, eh ben, il a un fit, une couvrante, et donc on n'a plus effectivement qu'une perdante à carreau qui serait le roi. D'accord? Même chose, s'il a la dame de trèfle et un fit, on n'a plus qu'une seule perdante qui est l'as. Oui. Donc ça fonctionne. D'accord? Mais si votre partenaire a deux petits trèfles et deux petits carreaux, considérez qu'on n'a que deux trèfles et deux carreaux perdants, c'est complètement faux. On en a évidemment beaucoup plus que ça. Oui. Donc le compte en perdante, c'est un compte qui est justifié une fois qu'on est fité. Mais quand on intervient, on ne sait pas si on va être fité ou pas. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Donc c'est pas comme ça qu'on va évaluer les interventions bicolores. Et d'ailleurs, si vous comparez les deux mains, hein, la main du haut et la main du bas, d'accord, elles ont le même nombre de perdantes. Oui, puisqu'elles ont un pic, deux cœurs, toutes les deux carreaux, toutes les deux, et deux trèfles, toutes les deux. Donc elles ont strictement le même nombre de perdantes. D'accord? Et alors, celle du bas est plus forte en point d'honneur, d'accord? Et pourtant, la seule avec laquelle on peut envisager de faire un bicolore, c'est la première. Et certainement pas la deuxième. Voilà. Alors qu'elle a plus de points. Donc ça pourrait paraître paradoxal qu'on parle avec la première qui a 9 points d'honneur et qu'on ne parle pas avec la deuxième qui en a 13. Oui, bon. Ça veut dire que le nombre de perdantes et le nombre de points ne sont pas des critères pour décider si on va intervenir en bicolore ou si on ne va pas intervenir en bicolore. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le rapport attaque-défense de la main. C'est-à-dire la plus ou moins grande efficacité de ce jeu selon qu'on va jouer en face du mort ou selon qu'on va jouer en flanc. Voilà. Alors on va commencer par la deuxième, à la limite. Si vous intervenez à 200 atouts avec la deuxième, d'accord, le danger, c'est quoi? C'est que votre adversaire de gauche dise 4 piques et que votre partenaire défende à 5 trèfles ou à 5 carreaux. Ce qu'il fera d'autant plus volontiers qu'on est vert contre rouge. D'accord? Et là, ça risque d'être le drame. Et pourquoi ça risque d'être le drame? Parce que vous avez dans votre jeu le roi de pique et la dame de cœur qui n'ont aucune valeur pour jouer le coup à la tout carreau ou à la tout trèfle et qui en revanche peuvent faire chuter la manche à 4 piques des adversaires. Et vous risquez de déclencher ce qu'on appelle une crème renversée. Et il n'y a rien de plus coûteux que les crèmes renversées. C'est-à-dire qu'une défense contre des contrats adverses qui chutent. Mésaventure qui ne peut pas vous arriver avec la première main. C'est-à-dire que si vous dites un pic de 100 atouts avec la première main, et que votre adversaire de gauche dit 4 piques, et que votre partenaire dit 5 trèfles ou 5 carreaux, vous êtes plutôt content. Voilà. Parce que si votre partenaire a jugé que 4 piques gagnait vu de son jeu, d'accord, c'est que 4 piques gagnent avec ce que vous avez en or à la première main. Donc la défense à 5 carreaux qui va être basée sur un fit 10e ou 11e à carreau ou à trèfle,
d'accord? Bon. Va être rentable, puisqu'on va défendre pour -1 ou -2 si votre partenaire n'est pas complètement fou, parce qu'on a beaucoup d'atouts, oui, et qu'on va faire des levées de coupe. Et on va défendre à 5 carreaux pour -1 ou -2 contre une manche qui gagne. Alors qu'avec la deuxième, on risque de défendre à 5 carreaux pour les mêmes -1 ou -2, ça ne va pas changer, mais contre une manche adverse qui chute à cause de ces levées de défense que sont le roi de pique sec et la dame de cœur seconde. Cartes qui ne feront pas de levée à la tout carreau et qui en feront peut-être à la tout pique. Oui, c'est ça la différence entre les deux. D'accord? Donc, ce n'est pas les perdantes, parce qu'on ne peut pas les compter tant qu'on n'est pas fité, on peut les compter après, mais pour l'instant, on ne peut pas. Ce n'est pas non plus les points, oui, c'est cet espoir de pouvoir trouver des contrats en attaque quand on est fort ou en défense quand on est faible. Et donc, pour ça, il faut avoir les honneurs concentrés dans les longues et pas dans les courtes. Donc, on peut envisager, ce n'est pas obligatoire, parce que la main est quand même très faible, les couleurs ne sont pas très solides. Si le partenaire a 2 petits trèfles et 2 petits carreaux, ça peut mal tourner. Mais on est vert contre rouge. Voilà. Et le fait d'être vert contre rouge peut nous laisser espérer trouver une bonne défense à 5 trèfles ou à 5 carreaux si on a un fit long à trèfle ou à carreau. Alors, ce n'est pas une intervention obligatoire. On n'y penserait pas si on était à égalité de vulnérabilité, et encore moins rouge contre vert, évidemment. Rouge contre vert, ça n'aurait strictement aucun sens. D'accord. Mais vert contre rouge, on peut y songer. Alors, il faut quand même avoir à l'esprit aussi le côté néfaste des interventions bicolores, c'est que si on ne trouve pas une bonne défense à 5 trèfles ou à 5 carreaux, ou un contrat gagnant à 3 trèfles ou à 3 carreaux, d'accord, et que l'adversaire finit par jouer le coup, on va considérablement l'aider dans le jeu de la carte. D'accord? C'est pour ça que si on n'était pas vert contre rouge, il ne faudrait même pas y penser. Parce qu'il n'y aurait pas assez d'espoir de trouver une défense à 5 trèfles ou à 5 carreaux. Mais vert contre rouge, on peut y songer. D'accord? C'est pas criminel de dire un pic de 100 atouts avec la première main quand on est vert contre rouge. Alors que c'est un crime totalement imprescriptible avec départ à Cayenne immédiat sans billet de retour de dire 200 atouts avec celle du bas. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Hein, il faut qu'une intervention bicolore donne des chances raisonnables à votre camp de jouer le coup. En attaque ou en défense, mais de jouer le coup. Voilà. Parce que si on se retrouve en flanc, c'est la catastrophe. Parce qu'on va mettre notre jeu sur la table et qu'on va donner un coup de pouce absolument considérable pour le déclarant dans le maniement de ses couleurs. Oui. Par exemple, s'il a un maniement des cœurs à faire, ou même un maniement des piques, c'est-à-dire que quand vous dites un pique 200 atouts avec cette main-là, avec votre partenaire à la dame de pique troisième, vous envoyez la dame de pique troisième à la boucherie. Ouais. Il va se la faire prendre. Alors que si vous n'êtes pas intervenu, le type il va tirer à 3 en tête parce qu'il a 9 atouts. Oui. Quand vous serez intervenu à un pic 200 atouts bicolore mineur, il va faire l'impasse à la dame à 9 cartes contre votre partenaire. Oui, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques au niveau du jeu de la carte. Oui, bon. Donc, on peut penser à dire 200 atouts avec la première parce qu'on est vert contre rouge, uniquement pour ça. Sinon, on ne le ferait pas. Et en revanche, il est totalement hors de question de faire un bicolore avec la main numéro 2. D'accord? Bien. Alors, la qualité des couleurs, là on a As-Valet 8, Roi-Valet 6, évidemment c'est pas terrible au niveau de la profondeur des couleurs, mais vert contre rouge, bon, c'est pas très grave, parce que l'adversaire décide rarement de nous contrer punitif à 3 trèfles ou à 3 carreaux quand on est vert contre rouge. Bon, ça peut arriver, mais ça va être relativement rare. Donc à partir de là, si on part du principe que le contrat final sera rarement 3 trèfles contrés ou 3 carreaux contrés, parce qu'on est rouge, on est vert contre rouge et que du coup les adversaires préféreront essayer une manche dans leur camp plutôt que de nous contrer à 3 trèfles ou 3 carreaux, la qualité des couleurs en profondeur, le fait qu'on n'ait pas As-Valet 10 ou Roi-Valet 10 n'est plus très importante. Le fait d'avoir As-Valet 10 ou Roi-Valet 10 à la place de As-Valet 8 ou Roi-Valet 6, c'est quand on se fait contrer. D'accord, et que le partenaire a 2 petits atouts, voilà, et qu'on joue 3 trèfles contrés ou 3 carreaux contrés. Bon. Donc là, évidemment, Roi-Valet 19 et Roi-Valet 6-5-2, c'est pas pareil. D'accord. Bon. Mais quand votre partenaire a la dame quatrième, Roi-Valet 6 et Roi-Valet 19, c'est pareil. Hein. Oui, ça n'impacte pas. Oui, bon. Donc, cette histoire de qualité des couleurs en profondeur, c'est plutôt dans les cas où on risque de se faire contrer au palier de 2 ou au palier de 3, en cas de misfit, et donc c'est plus vrai quand on est vulnérable. Vous voyez, bon. Quand on fait des interventions vert contre rouge,
c'est moins important. Voilà. En revanche, ce qu'il faut, c'est pas avoir des levées de défense, donc des honneurs dans les courtes. Ça, c'est vraiment un truc qui est très important. Alors, celle-là, par exemple, est-ce que vous intervenez à 200 atouts sur l'ouverture d'un pic? Alors, elle a deux couleurs plutôt solides, hein, roi dame 10, dame valet 10, d'accord? Elle a pas de levée de défense, donc aucun honneur dans les courtes, donc ça c'est bien. Tous les honneurs dans les longues, ça c'est bien aussi. Il y a quand même un petit truc qui gêne, non? Vous n'avez pas remarqué? Regardez le diagramme. Voilà, on est rouge contre vert. Voilà. Bon, rouge contre vert, on ne fait pas de bicolore défensif, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait des bicolores vraiment pour jouer le coup en attaque, d'accord? Parce qu'on ne va pas, a priori, chercher des contrats de sacrifice quand on est rouge contre vert. Bon, donc là, cette main-là, ça serait un bicolore à 200 atouts tout à fait normal et banal, je dirais, si on était vert contre rouge, vert contre vert. Rouge contre rouge, ça commence déjà à être discutable. Rouge contre vert, franchement, non. Il n'y a pas assez de jeu. Hein, il faut faire des bicolores forts quand on est rouge contre vert. D'accord? Donc, on ne fait pas de bicolore défensif. Bien. Alors maintenant, celle du bas. 7-5-1-0. Bicolore ou pas bicolore? Voilà, non, pas de bicolore. Hein. Trop de déséquilibre entre les deux couleurs. On est 7-5. Donc là, si vous dites un pic 200 atout, il y a beaucoup trop de danger de se retrouver à l'atout trèfle alors qu'il faudrait jouer à l'atout carreau. D'accord? Donc vous dites deux carreaux, et puis on verra par la suite si on nomme les trèfles ou pas. Et si on le fait, eh bien le partenaire comprendra qu'on a plus de carreaux que de trèfles. Voilà. Et donc du coup, il y a moins de danger de se retrouver dans un mauvais contrat à trèfle alors qu'on serait mieux ou moins mal dans un contrat à carreau. Hein. Donc éviter les bicolores déséquilibrés, surtout quand on n'est pas très fort en points et qu'on a la longue dans la couleur. Alors non, 3 carreaux, on est beaucoup trop fort pour 3 carreaux. Hein. 7-5-1-0, c'est pas comme 7-2-2-2. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on a un roi en plus à côté des carreaux et on a une chicane et un singleton. C'est-à-dire que comparer cette main-là avec 7 carreaux As-Dame et 2-2-2, rien à côté, avec laquelle on dit 3 carreaux, vous voyez bien que celle-là, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Donc, si vous dites 3 carreaux, vous risquez de rater un contrat en attaque hein, chez vous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour gagner 5 carreaux. Hein. Non si votre partenaire est fité à carreaux, on va vite gagner 5 carreaux. Avec l'as de trèfle chez l'ouvreur, il n'y a pas besoin de grand-chose chez le partenaire. Hein. Deux petits trèfles et le roi de carreau troisième, quelque part, ça peut suffire à gagner 5 carreaux. Non 3 points d'honneur chez le partenaire. Bon, donc voilà, si les mains avec lesquelles il y a des jeux en face où 3 points d'honneur peuvent suffire à gagner la manche, ce n'est pas des mains de barrage. D'accord? Hein, donc on a une distribution beaucoup trop violente pour dire un pic 3 carreaux. Alors, on continue. Maintenant les réponses. Donc, votre partenaire a dit 200 atouts, donc bicolore cœur trèfle, hein, 200 atouts, c'est cœur carreau, pardon. Donc cœur carreau, donc les deux moins chers, toujours pour 200 atouts, sur l'ouverture d'un trèfle de votre adversaire de gauche. Alors, déjà, la première chose, c'est comment est-ce qu'on va évaluer les mains quand on est en face. Voilà, donc quand vous êtes en face d'une intervention bicolore, c'est comme en face d'un barrage. Vous ne comptez pas vos points. D'accord? Bien. Et alors, en face d'un barrage, on compte directement en levée, parce que là, on peut compter directement les levées. En face d'une intervention bicolore, on compte en couvrante. Alors, qu'est-ce que c'est que les couvrantes? Bon. Les couvrantes, c'est les as, les rois, les dames, des couleurs du partenaire. Les as, des couleurs à côté. Voilà. Et tout le reste, les rois, les dames, des couleurs annexes, ne sont pas considérés comme des couvrantes. OK? Bon. Alors, ça, c'est donc, la première question. Enfin, la deuxième, en fait. La première question, c'est est-ce que je suis fité ou pas? Voilà. Donc, déjà, si vous n'êtes pas fité en face d'un bicolore, en général, il faut faire profil bas. Hein, il est extrêmement rare, il faut vraiment avoir des mains très, 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 très fortes pour envisager de jouer des manches quand on n'est pas fité en face d'une intervention bicolore. D'accord? Bon. Ça arrive, mais enfin, c'est vraiment très rare. Auquel cas, on a deux enchères qui sont 300 atouts et, et le changement de couleur dans la quatrième couleur, donc là, ça serait 3 piques, hein, qui sont forcing de manche, qui montrent des belles couleurs, en principe sixième, avec des mains très fortes. Bon. Donc, c'est des enchères qui arrivent de temps en temps, mais enfin, vraiment pas souvent. Hein. Bon. Donc, en général, quand on n'est pas fité, on fait profil bas.
Et quand on est fité, on évalue sa main soit en couvrante pour nommer un contrat en attaque, soit éventuellement en nombre d'atouts pour pouvoir faire des barrages basés sur la sécurité distributionnelle et donc la loi des atouts. D'accord? Bon. Alors ça, c'est quand on a des FIT 9e ou 10e. Hein. Bon, quand on a des FIT 8e, évidemment, on ne peut pas être en sécurité distributionnelle au-dessus du palier de 2 ou 3, auquel, généralement, le bicolore nous a déjà entraîné. Bon. Alors, là, on a combien de couvrantes en face d'un bicolore cœur-carreau? Voilà. Une petite, la dame, hein, parce que bon, on considère que la dame c'est une couvrante, l'as c'est une couvrante. Enfin bon, ça n'a quand même pas beaucoup de sens d'évaluer un as et une dame exactement de la même façon quand même. Hein. Donc il y a des petites couvrantes et puis des grosses. Hein. Bien. Alors donc là, on a une petite couvrante en face du bicolore du partenaire. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit sur 200 atouts? Ah non, pas. Ah là, oula, attention. Jamais passe en face d'un bicolore. Voilà. Hein, donc on choisit entre les cœurs et les carreaux. Qu'est-ce qu'on préfère? Les cœurs. Bon, donc on dit 3 cœurs. Et cette enchère de 3 cœurs est une enchère donc extrêmement décourageante, puisque c'est avec 3 carreaux les deux enchères les plus faibles qu'on puisse imaginer. Ce ne sont pas des fites, ce sont des enchères de préférence. D'accord? C'est le partenaire qui a enchéri 3 carreaux et 3 cœurs en disant 200 atouts. D'accord? Pas moi. Moi, je n'y suis pour rien. Mais mon partenaire m'a obligé à jouer 3 cœurs ou 3 carreaux. Donc, ma rectification à 3 cœurs n'amène rien. Vous êtes d'accord? Donc, il faudra que mon partenaire soit extrêmement prudent. Hein, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a enchéri 3 cœurs, pas moi. D'accord? Bien. Alors, avec la deuxième, celle du bas. Ouais, donc là, j'ai deux courantes, la dame de cœur et l'as de pique, et un fit. Hein, on n'est pas toujours fité, hein, n'oubliez pas, hein, sur une intervention bicolore. D'accord? Donc, quelle enchère on fait? Eh ben non. Voilà, on ne peut pas dire 3 cœurs aussi. Parce que si on dit 3 cœurs avec celle-là, on ne peut pas dire 4 cœurs avec 3 cœurs avec celle-là. Donc avec celle-là, il faut dire 4. D'accord? C'est-à-dire quand votre partenaire fait un bicolore qui vous oblige à jouer au niveau de 3, d'accord? Si vous avez un fit et deux couvrantes, vous devez aller à la manche. D'accord? Bien. Alors, on continue. Un trèfle de carreau. Alors là, c'est des bicolores un petit peu spéciaux. Un trèfle de carreau, c'est-à-dire que c'est des bicolores où on peut encore s'arrêter au palier de 2. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des interventions bicolores qui nous permettent de nous arrêter au palier de 2. La plupart nous obligent à jouer au palier de 3. D'accord? Bon. Alors, quand on est en possibilité de s'arrêter au palier de 2, on a plus d'espace. Puisque, du coup, les préférences, c'est un trèfle de carreau bicolore majeur, donc les deux enchères de préférence sont 2 cœurs et 2 piques. Donc les deux enchères faibles, ça va être 2 cœurs et 2 piques. Donc on a entre 2 cœurs et 2 piques et 4 cœurs et 4 piques la possibilité de faire une enchère moyenne, ouais, qui sont 3 cœurs et 3 piques. Donc on a plus d'espace, si vous voulez, que sur les bicolores qui nous amènent directement au palier de 3. D'accord? Donc, regardez bien, comment est-ce qu'on va gérer cette main-là sur un trèfle de carreau et sur un pique 3 trèfles. Un pique 3 trèfles étant un bicolore cœur-carreau. Donc, sachant que dans les deux cas, on a un fit quatrième à cœur et une couvrante. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on n'a qu'une couvrante dans le cas numéro 1, c'est vrai, mais on a un fit quatrième. Et le neuvième atout, en face d'une intervention bicolore, est une carte énorme. Voilà. Alors, pour quelle raison? Parce que c'est quoi le plan de jeu quand on a une main bicolore? D'accord? C'est quoi l'idée? Ça va être d'enlever les atouts de l'adversaire et d'affranchir la couleur secondaire. D'accord? Bon. Lorsqu'on a. Et le danger, c'est de se faire raccourcir. C'est-à-dire que l'adversaire nous joue dans nos courtes et nous oblige à couper pour nous appauvrir en atouts. Voilà. Donc, quand on n'a que 8 atouts, on est menacé par le raccourcissement parce qu'on n'a pas beaucoup d'atouts d'avance par rapport aux adversaires, et on a des problèmes pour affranchir la deuxième couleur parce qu'on ne peut pas le faire après avoir enlevé les atouts, parce que du coup, il n'y a plus d'atouts au mort.
si on enlève les atouts, du fait qu'on en a 8. Ouais. Et donc, on ne peut pas affranchir la couleur secondaire par la coupe. Quand on a 9 atouts, on est beaucoup moins raccourci parce qu'on a 2 atouts de plus par rapport aux adversaires. La différence entre notre nombre d'atouts à nous et le leur, il y a 2 atouts d'écart. Hein, quand on a 8 atouts, ils en ont 5, ça fait 3 de plus qu'eux. Quand on en a 9 atouts, ils en ont 4, ça fait 5 de plus. Ouais, donc ça fait 2 en fait, en nombre d'atouts d'écart. D'accord. Bon. Donc on est beaucoup moins souvent raccourci. Et on peut se permettre souvent d'affranchir la deuxième couleur après avoir enlevé les atouts de l'adversaire, et il en restera encore suffisamment au mort pour faire la ou les coupes dont on a besoin pour affranchir la deuxième couleur. Ouais. Donc le neuvième atout est une carte colossale en face d'une intervention bicolore. Il va avoir une importance bien plus importante qu'en face d'une main régulière. Bien. Donc là, il faut considérer toujours que le fit neuvième est une grosse plus-value. Donc là, sur un trèfle de carreau, comme on a l'enchère faible à 2 cœurs et l'enchère donc à la manche de 4 cœurs, et qu'on a une enchère entre les deux, eh ben on va utiliser cette enchère entre les deux pour dire qu'on n'est pas complètement nul. D'accord. Voilà. Alors, le neuvième atout n'est pas considéré comme une couvrante à part entière, mais c'est une grosse plus-value. D'accord. Donc on va le. Voilà. C'est-à-dire qu'on dirait que 2 cœurs si on n'avait pas le neuvième atout. Une seule couvrante et un fit huitième, bon, on se contenterait de dire 2 cœurs. Mais une couvrante plus un fit neuvième, ça fait un petit peu beau pour se contenter de 3 cœurs, de 2 cœurs. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit sur un pic 3 trèfles? Ouais, ben voilà. On dit 4 cœurs. D'accord. Parce que 3 cœurs serait l'enchère la plus faible qu'on puisse imaginer, qui pourrait se faire avec une main de 0 couvrante et de 0 fit. C'est-à-dire une main pas fitée. D'accord. Parce que c'est l'enchère obligatoire. Mon partenaire m'oblige à dire 3 carreaux ou 3 cœurs. Donc si je dis 3 cœurs, je ne promets rien, puisque c'est l'enchère que je suis obligé de faire. Ouais. Donc je ne peux pas me permettre de faire cette enchère très décourageante que je ferai avec rien et même pas de fit quand j'ai un fit neuvième et une couvrante certaine. Je suis trop beau. D'accord. Donc il faut dire 4 cœurs. Alors, regardez, vous allez voir à quoi on dit 3 cœurs. Donc qu'est-ce que vous dites sur un trèfle 200 atouts bicolore cœur-carreau avec cette main? Donc 0 fit, 0 couvrante. La première. Voilà, donc on est obligé de faire une préférence. Hein, je te rappelle qu'il est totalement exclu de passer sur 200 atouts. Hein, c'est totalement interdit. Et donc, on n'a pas de fit ni à cœur ni à carreau. Donc, dans ces cas-là, la règle, c'est on rectifie au plus bas possible. D'accord. Donc, le plus bas possible, c'est 3 carreaux. Donc, une enchère qui ne promet rien. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je fais sur un pic 3 trèfles avec celle du bas? Donc, 0 fit, hein, partenaire il bicolore cœur carreau, là encore. 0 fit, 0 couvrante. Donc, alors voilà, interdit de passer. Interdiction de passer. D'accord. N'oubliez pas que votre partenaire, il peut avoir Roi-Dame Valet 7e, Roi-Dame Valet 10 ou As-Dame Valet As-Roi-Dame 6e. D'accord. Bon. Alors, c'est une main que j'ai eue, moi, dans le. Enfin, c'était pas exactement celle-là, mais enfin, c'était un truc qui ressemblait. J'avais un peu moins de jeu. Il y a le roi de pique en moins. D'accord. Bon. Et c'était un truc rigolo parce que pourtant, c'était une finale de comité de première série, quoi, d'excellence, de je ne sais plus quoi. Bon, par paire. Bien. Et donc, il y avait à peu près la même main et sans le roi de pique. D'accord. Et il y a la moitié du tournoi qui a passé sur 3 trèfles. D'accord. Voilà. Et l'autre moitié du tournoi qui a rectifié, d'accord, et qui a entendu 6 en face. Voilà. C'est-à-dire que le partenaire, il avait 12 levées dans la main. Il était 7-6-0-0, d'accord, voilà, 7-6-0-0, avec une perdante dans la main. D'accord. Bon. Alors, je vous assurer que ceux qui ont joué 3 trèfles, ils étaient contents du contrat. Hein. Jouer 3 trèfles en 0-7 avec le chelem à cœur ou à carreau sur table. D'accord. Bon. En l'occurrence à cœur. Donc, du coup, vous êtes obligé, donc interdiction de passer, et vous êtes obligé donc de faire une préférence
Quelle couleur vous préférez? Les cœurs. Donc, vous dites 3 cœurs. Donc, vous voyez bien que si vous dites 3 cœurs avec cette main-là, on revient en arrière. Oui, celle-là. Vous ne pouvez pas dire 3 cœurs avec celle-là. Oui, qui a un vrai fit de 4 cartes et une courante. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'il faut dire 4 cœurs avec celle d'avant. OK, hein? N'oubliez pas que sur un bicolore, les deux rectifications les plus économiques dans les couleurs du partenaire ne promettent rien. Elles veulent dire j'ai rien. OK? Bien. Donc le maximum qu'on peut avoir quand on fait une rectification comme ça au palier de 3, c'est une couvrante et un fit huitième. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Dès que vous avez deux couvrantes ou une couvrante et un fit neuvième, vous allez à la manche. D'accord? Oui, le bicolore à 3 trèfles oblige à monter très haut. Mais d'un autre côté, le partenaire en a tenu compte avant de faire son bicolore. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait un bicolore qui nous emmène au palier de 2 comme un carreau, 2 carreaux, bicolore majeur, on peut être plus faible que quand on fait un bicolore qui nous oblige à aller au palier de 3 comme un pic 3 trèfles. Ouais. Donc ça, c'est au partenaire d'en tenir compte. D'accord? Alors, un cœur, deux cœurs chez votre partenaire, donc bicolore, pic trèfle. Alors là, on a encore la possibilité, donc à pique, on a trois enchères, hein, 2 piques, 3 piques, 4 piques. D'accord? Donc 2 piques, c'est une préférence, donc ça ne promet rien. D'accord? 3 piques, c'est un petit encouragement, et 4 piques, c'est 4 piques. Alors, 2, 3 ou 4? Ah, il y a des votes pour tout, hein. Il y a des votes pour 2 piques, pour 3 piques et pour 4 piques. Alors, essayez de visualiser une main minimum chez votre partenaire, pour dire un cœur de cœur. Regardez. Imaginez que votre partenaire, il est ça. Qui est vraiment, à la limite, c'est déjà discutable de dire un cœur de cœur avec cette main-là. On pourrait avoir des arguments pour se contenter de dire un cœur impique. Hein. Elle est quand même pas très forte. Quel est le contrat que vous avez envie de jouer? Regardez les deux jeux l'un en face de l'autre. Bon, vous avez 3 perdantes dans les rouges, très bien. Et après, pour gagner 4 piques, qu'est-ce qu'il suffit de trouver? Il suffit de trouver le roi de pique chez l'ouvreur. Non? Plutôt un bon pari, 4 piques. D'accord? Bon. Si vous dites ne serait-ce que 3 piques, votre partenaire qui a fait un bicolore déjà limite douteux, hein, parce qu'il est vraiment très 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 minimum pour faire un bicolore à ce palier-là, d'accord? Sur 3 piques, il passe, il n'a pas un gramme de plus que promis. Ouais. Et on rate une excellente manche. Ouais. Donc, deux couvrantes, parce que la main de là-haut, elle a deux couvrantes, d'accord? Plus un valet de pique qui va servir, et surtout, elle a le fameux fit neuvième. Ouais. Regardez l'intérêt du fit neuvième, c'est qu'il permet d'enlever les atouts de l'adversaire, et une fois qu'on a enlevé les atouts de l'adversaire en 2 ou 3 tours, d'accord? Bon, sauf partage 4-0, mais tant pis, hein, bon, partage 4-0, c'est quand même exotique. Mais, mis à part ce partage 4-0 exotique, dans tous les autres cas de figure, on peut donner 3 coups d'atout, et il reste un atout en ouest pour aller couper un trèfle et affranchir les trèfles, la longue à trèfle, même s'ils sont 4-2. Ouais. Enlever le 9e atout, et il n'y a plus cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'il y a un danger de se faire surcouper. Oui, au troisième coup de trèfle. Parce qu'on sera obligé de le faire avant d'enlever les atouts de l'adversaire. Vous voyez, l'importance du neuvième atout, c'est fondamental, le neuvième atout quand on a une main bicolore. D'accord? Voilà. Donc, 2 couvrantes et 9 atouts, c'est hors de question de ne pas jouer la manche. Ça vous va? Même si c'est des petites couvrantes de dames. OK? Bon. Alors maintenant, regardez la main du bas. Un pique, 200 atouts chez votre partenaire bicolore mineur. Alors, le valet de pique n'est pas considéré comme une couvrante à part entière, mais c'est bien de l'avoir. Là, par exemple, il sert. Hein. Donc, ça fait partie des petites plus-values qu'on peut rajouter quand on hésite, si vous voulez. Hein. Alors, là, vous avez un fit 9e, mais bon, une seule toute petite couvrante, d'accord? Bon,
Et puis en plus, c'est des mineurs, c'est-à-dire que la manche, elle est à 5 carreaux et non pas à 4. Bon, donc là, évidemment, ça fait une levée de plus à réaliser. Bon, donc je vous propose, dans un premier temps, de vous contenter de l'enchère de 3 carreaux. Vous êtes d'accord? Bien. Et là-dessus, votre partenaire dit 4 trèfles. Alors, que signifie cette enchère de 4 trèfles? Alors, envie de chelem, je dirais peut-être pas jusque-là, parce que, enfin, bon, pourquoi pas, mais enfin, votre partenaire, vous ne l'avez pas beaucoup encouragé en disant 3 carreaux. Hein. Je vous rappelle que vous avez fait une enchère de préférence. Donc, en disant 3 carreaux, vous avez promis ni jeu, ni fit. Hein. D'accord? Bon. Alors, votre partenaire, pour reparler déjà sur une enchère de préférence, donc qui n'a rien promis, il a donc forcément une main extrêmement forte. Parce qu'il pense qu'il va faire 10 levées, même en face d'une main nulle et misfitée. D'accord? Donc il envisage de jouer au moins la manche en face d'une main nulle et misfitée. D'accord? Et pourquoi il dit 4 trèfles et pas un cubide à 3 piques? Voilà, pour exprimer qu'il est plus long à trèfle. Ouais. Donc votre partenaire a une main déséquilibrée, donc il est 6-5. Ok? Donc il a 6 trèfles et 5 carreaux. Bon. Et il a une main qui peut lui permettre d'envisager de jouer la manche alors que vous lui avez fait l'enchère la plus décourageante de la Terre. Donc du coup, qu'est-ce que vous dites sur 4 trèfles? Ah, j'ai déjà eu 3 enchères différentes. J'ai eu 4 carreaux, 5 carreaux et 5 trèfles. Alors déjà, l'atout. L'atout, c'est quoi? L'atout, c'est carreau. Hein. Même si le partenaire a 6 trèfles, on a quand même 9 carreaux et 8 trèfles. Bon, donc on n'a pas de raison d'aller jouer à l'atout trèfle. Hein, donc on va jouer à l'atout carreau. D'accord? Bon. Mais alors maintenant, vous voyez, il y a un truc qui est très important dans les enchères au bridge. Il faut enchérir par rapport à ce qu'on a promis auparavant. D'accord? En disant 3 carreaux. Ah, non, Noël, n'exagérons rien. En disant 3 carreaux, vous avez dit à votre partenaire, j'ai peut-être 0 fit et 0 couvrante. Ouais. Et dans le meilleur des cas, un fit et une couvrante. Voilà ce que veut dire enchère de 3 carreaux. D'accord? Bon. Donc, quand vous avez la dame de carreau quatrième, c'est-à-dire une couvrante et un fit neuvième, vous êtes hyper maximum de votre enchère de préférence à 3 carreaux. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Et que donc, à partir du moment où vous êtes hyper maximum de votre enchère de faible de 3 carreaux, eh bien, si votre partenaire bouge une oreille et vous fait une proposition de manche, eh bien, il faut l'accepter, cette proposition de manche. D'accord? Puisque vous auriez fait cette enchère de 3 carreaux avec 3 petits carreaux, 2 petits. Vous enlevez la dame de carreau, vous mettez la dame de cœur ou la dame de pique en plus. Ouais, donc une dame qui servira strictement à rien en face d'un bicolore mineur. D'accord? Bon. Vous avez 3 petits atouts et 2 petits trèfles. Bon, bah là, vous n'avez rien de plus que ce que vous avez promis, donc vous rediriez 4 carreaux. Ouais, bon. Mais là, avec la dame de carreau quatrième, il y a une vraie plus-value importante. Donc vous avez vraiment le maximum de ce que vous pouvez avoir. Et donc, il faut accepter la proposition de manche. Alors, deux manches. Hein, bon, là, allez jouer le chelem. Hein, bon, voilà. Donc, regardez la main de votre partenaire. Mais votre partenaire sur 3 carreaux, il n'a pas de quoi dire 5 carreaux. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez avoir 2 petits carreaux et un petit trèfle. Si vous avez 2 petits carreaux et un petit trèfle, il est déjà en danger au niveau de 4. Est-ce que vous voyez ça? Et là, si vous redites 4 carreaux, il va passer. En tout cas, il devrait passer. D'accord? Et pourtant, vous avez 5 carreaux absolument sur table. Parce que là encore, grâce à ce fameux neuvième atout, vous allez pouvoir enlever les atouts de vos adversaires tranquillement. Et une fois que vous aurez enlevé les atouts de l'adversaire, vous pourrez jouer As de trèfle, Roi de trèfle et trèfle coupé. Avec l'atout qui va rester dans votre main. D'accord? Il pourrait même couper 2 trèfles si par hasard les carreaux sont de 2 et les trèfles mal partagés. D'accord? Et vous voyez l'importance là encore du neuvième atout. Il est fondamental. Ok? Bon. Donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller lire
ou relire les dossiers sur les interventions bicolores qui est sur Amour du Bridge, qui est plus complet que ce qu'on fait ce matin. C'est la même chose, mais en plus complet. Alors, vous avez dit deux carreaux sur l'ouverture d'un carreau de votre adversaire et votre partenaire dit deux cœurs. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, bon, là, ça c'est bien. Voilà. Hein, vous avez ce que vous avez annoncé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit en disant un carreau, deux carreaux? Vous avez dit j'ai une intervention à pique et j'ai une intervention à cœur. Voilà. En gros, vous avez dit j'ai de quoi intervenir à un pique et à un cœur. Bon, c'est ce que vous avez. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup mieux que ce que vous avez promis? Bah, réponse non. Vous avez deux belles couleurs, vous avez cinq perdantes, hein, si on compte en perdantes, en imaginant que le partenaire soit fité. Mais je répète, le partenaire n'a jamais promis un fit. Hein, surtout quand il choisit la plus économique des deux. Hein, parce que c'est ce qu'il qui fait quand il est 2-2. Ouais. S'il dit deux piques, il est plus souvent fité quand il dit deux piques. Bon, il peut être 2-1, deux piques et cingle ton cœur. Bon, voilà, c'est pas hyper fréquent non plus. Bon. Donc, quand il dit deux piques, il y a une petite présomption, disons, qu'il est plus souvent fité. Mais quand il dit deux cœurs, voilà, c'est très souvent, il en a que deux. D'accord? Bon. Donc, si votre partenaire a deux petits cœurs et zéro couvrante, il va déjà chuter de cœur. Ouais. Pourtant, vous avez tiré plutôt une belle main. Hein, As-3 5e, As-Dame Valet 5e, c'est quand même plutôt un beau bicolore. Mais si votre partenaire a ça, il va chuter de cœur. Ouais. Donc, c'est pas le moment d'aller remettre une couche. Donc, il faut passer. Bah. Alors maintenant, celle du bas. Vous avez dit un cœur, deux cœurs, bicolore pique trèfle, et votre partenaire dit deux piques. Alors, la question à se poser, c'est est-il encore possible, bien que le partenaire ait fait une simple préférence, de jouer 4 piques? Alors, je vous rappelle que le maximum pour dire 2 piques, c'est un fit de 3 cartes et une couvrante. Voilà, ça, c'est ce qu'il peut avoir de mieux. D'accord? Il a entre 0 couvrante et pas de fit, jusqu'à un fit de 3 cartes avec une couvrante. S'il avait eu mieux que ça, il aurait dit 3 piques. Ok? Donc, dans l'hypothèse où il est maximum, c'est-à-dire une couvrante et un fit de 3 cartes, est-ce qu'on peut gagner 4 piques? La réponse oui, puisque vous avez 3 perdantes. D'accord? Dans l'hypothèse où il serait fité. D'accord? Bon. Alors, est-ce que vous pouvez. Donc, est-ce qu'il y a encore possibilité de jouer 4 piques? Réponse oui. Est-ce qu'on est. Donc, on est en zone au moins espoir de manche. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on est sûr ou raisonnablement sûr de pouvoir gagner 4 piques si le partenaire a le minimum? La réponse est non. Donc, je ne suis pas dans la zone certitude de manche, je ne suis pas non plus dans la zone pas de manche, je suis dans la zone espoir de manche. C'est-à-dire que si mon partenaire a le minimum de ce qu'il peut promettre, je ne fais pas la manche, mais s'il a le maximum, je la fais. Donc ça, c'est bien la définition d'une zone espoir de manche. Ça vous va? Bon, donc il faut qu'on trouve une enchère pour proposer la manche au partenaire. Alors dans ces cas-là, quand vous répétez une de vous deux couleurs, normalement c'est qu'elle est sixième. Donc si vous dites 3 piques, ça veut dire j'en ai 6. Et si vous dites 3 trèfles, ça veut dire j'en ai 6. Donc quand vous en avez que 5, donc le bicolore 5-5, on fait en général un cubide en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on nomme, on nomme plutôt la course. Enfin, bon, voilà, donc on dit. Voilà. Alors pardon, je reviens à la main d'avant, j'avais oublié de mettre la main du partenaire. Vous voyez que si votre partenaire a cette main-là, donc je remonte à celle du haut, hein, et bien déjà le contrat de deux cœurs est probablement chuté. Votre partenaire, il n'a pas de fit et pas de courante. Bon. Alors je reviens à celle du bas. Donc on va faire un petit effort. Et le petit effort, c'est de faire un cubide qui veut dire vraiment j'ai un gros bicolore. D'accord? Alors, que fait votre partenaire? Enfin, votre partenaire, il redit 3 piques. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Si c'est pour dire 4 piques, c'est pas la peine de lui demander son avis. Hein. D'accord? Bon. Donc, il faut évidemment passer. Et la main possible de votre partenaire, c'est ça. D'accord? Donc, votre partenaire, il a rien. Voilà. Vous l'avez obligé à parler.
Donc, ce n'est pas lui qui a dit 2 piques, c'est vous. Ce n'est pas lui qui a dit 3 piques, c'est vous. Vous voyez? Lui, il a fait que des enchères obligées. D'accord? Et s'il avait eu ça, eh ben sur 3 cœurs, il faut qu'il dise 4 piques. D'accord? Parce que pour quelqu'un qui a dit 2 piques, eh ben, il n'est pas si mal. Voilà, valet 10 de pique troisième, donc un vrai fit, et le valet de trèfle. Bon, c'est pas des vraies couvrantes, mais c'est quand même des honneurs qui vont être utiles. Bon, dame de cœur et valet de carreau, ça par contre, ça n'a strictement aucune valeur, évidemment. Mais valet 10 de pique et le valet de trèfle, c'est pas complètement nul. Et le fait d'avoir un vrai fit, ça, c'est aussi une grosse plus-value. Donc, s'il a cette main-là, sur votre cubide à 3 cœurs, il veut dire 4 piques. D'accord? Par contre, avec la main de gauche, évidemment, il va redire 3 piques. Et là, vous voyez bien que déjà, au contrat de 3 piques, votre partenaire, il n'est pas favori pour gagner 3 piques. Hein. Non? Parce qu'on n'a que cet atout. Les trèfles sont pas maîtres. Il ne fout pas les pieds dans sa main pour pouvoir jouer trèfle vers roi-dame. Il a très peu de chances de s'en sortir vivant au contrat de 3 piques déjà. Oui. Et au contrat de 4 piques, hein, si vous dites 4 piques quand même, vous allez probablement prendre un carton rouge sur la tête. Voilà. Et là, ça peut être grave. Ouais, parce que si les atouts sont mal partagés, si les trèfles sont pas bien partagés, votre partenaire, au contrat de 4 piques contrées, va faire 4 de chute. Ouais, bon. 4 de chute, ça fait 800, contre rien. Vos adversaires ne gagnent rien. Ouais, donc c'est très dangereux. Hein. Les interventions bicolores, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, de très mal maîtrisé par la plupart des gens. D'accord? Hein, et il y a une petite anecdote que j'ai déjà racontée, mais c'est pas grave, je vous la répète. Jean-Marc Rodinesco, paraît-il, hein, c'est la légende, faisait avant chaque début de tournoi une petite prière, et cette petite prière, c'était Mon Dieu, donnez-leur des bicolores. Voilà, en parlant des adversaires. Voilà, parce que la plupart des adversaires, dès qu'ils ont des bicolores, c'est un véritable massacre. Bien. Alors, ah ben ça y est, j'ai fini. J'allais dire on continue, mais non, je suis arrivé à la fin. Ok? Bon. Donc n'hésitez pas à aller retourner sur Amour du Bridge, revoir et re-revoir encore le dossier sur les interventions bicolores, comme ça vous aurez. Bon, là on a fait les grandes lignes, hein, mais vous aurez vraiment tous les détails. Alors, on passe au jeu de la carte. Alors, les adversaires ont nommé un 100 atouts, 300 atouts. Vous avez évidemment entamé de votre 4e trèfle. Et voici la première levée. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà? Voilà, je fais un plan de jeu. Bien. Et donc, je compte les points. Alors, 9 points au mort. Moi, j'en ai 6. Ça fait 15. 15 et 17, 32. Donc, mon partenaire a entre 8 et 10. Ça va? Bon. Deuxième chose, les trèfles. La couleur d'entame. Alors, il montre comme gros honneur, là, c'est le valet. Alors, où ils sont? Quelles sont les possibilités? Eh ben, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. C'est-à-dire que mon partenaire peut avoir As-Roi de trèfle. S'il a As-Roi de trèfle, il monte du roi. Mon partenaire peut avoir As-Roi valet de trèfle. S'il a As-Roi valet, il monte du roi. D'accord? Mais mon partenaire peut aussi avoir Roi valet. Puisqu'avec Roi valet, il monte du roi. Et le déclarant a laissé passer avec l'As. Et il est même possible que mon partenaire n'ait que le roi et que le déclarant ait décidé de laisser passer avec As valet. S'il a une impasse à carreau, par exemple, à faire, qui sera orientée vers mon partenaire, ça peut être bien joué de sa part de laisser passer avec As valet. Ok? Bon. Donc, du coup, sur l'emplacement de l'As et du valet, je suis dans le brouillard le plus total. Bien. Mais c'est pas grave, parce que comme c'est mon partenaire qui a fait la levée, il va m'éclairer la suite du coup en repartant à trèfle. Donc, soit de l'As s'il l'a, éventuellement du valet s'il lui reste le valet second, ou d'un petit dans les autres cas. Vous êtes d'accord? Bon, donc jusque-là,
Tout va bien, et je vais savoir au tour d'après ce qui se passe. Et mon partenaire rejoue l'as de trèfle. Et le déclarant met le 8. Donc là, il ne reste plus qu'un seul trèfle manquant, que j'ai encore pas vu, et ce trèfle manquant, c'est le valet. Alors, où il est le valet? Est-ce qu'il est chez le déclarant ou est-ce qu'il est chez mon partenaire? Alors, à dire vrai, j'en sais rien. Toujours pareil, si mon partenaire a As-Roi valet de trèfle sec, il prend du roi, il joue de l'As. Si mon partenaire a As-Roi de trèfle sec, pareil. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas où est le valet. Alors, maintenant, quand je ne sais pas quelque chose, je fais des hypothèses. Je regarde ce qui va se passer dans les deux cas. Si mon partenaire a ce fameux valet de trèfle, bah, à la levée d'après, il va rejouer le valet de trèfle. Je prendrai de la dame sans effort excessif et j'encaisserai les 5 premières levées, plus l'as de pique, 2 de chute avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, dans cette hypothèse, on va faire chuter 2 sans aucune difficulté. Bien. Alors, je vais donc regarder l'autre hypothèse. C'est-à-dire que quand mon partenaire n'a pas ce fameux valet de trèfle. Si mon partenaire n'a pas le fameux valet de trèfle, c'est qu'il a donc As-Roi de trèfle sec. Et donc, il n'a plus de trèfle. Et donc, il ne va pas pouvoir rejouer trèfle à la levée d'après. Ça vous va? Alors, vous dites, c'est pas grave, j'ai la reprise de l'as de pique. Mais est-ce que c'est si sûr que ça? Voilà. Est-ce que votre as de pique est forcément une reprise? Ben, les as, c'est des reprises quand quelqu'un en joue. Hein. Ouais, votre partenaire ou l'adversaire. D'accord? Là, est-ce que c'est certain que votre as de pique est une reprise? Réponse non. Je vous rappelle que votre partenaire, il a entre 8 et 10 points. Et il en a déjà montré 7 à trèfle. Ouais. Donc il peut lui rester un valet, quoi. Ouais. Bon. Imaginez que votre partenaire, il lui reste le valet de pique ou le valet de carreau. Donc des valets qui n'ont pas de valeur. Bon. Bah, ça veut dire qu'à ce moment-là, le déclarant, il a le roi de carreau et as, roi, dame, valet de cœur. Et si le déclarant possède le roi de carreau et as, roi, dame, valet de cœur, il a 9 levées sans les piques. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Bon. Donc, le danger, c'est que votre partenaire qui n'aurait plus de trèfle, qu'est-ce qui va naturellement rejouer à la troisième levée, quand vous voyez le mort? Ça va être quoi son flanc naturel? Ça va être de jouer cœur, évidemment. D'accord? Bon. Et vous voyez qu'il y a un gros danger que, si c'est le cas, le déclarant fasse 5 levées de carreau et 4 levées de cœur. Ça fait 9. Et du coup, votre as de pique n'est pas une reprise. Bien. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Alors, sur les 4 trèfles qui vous restent, vous en avez un que vous ne pouvez pas mettre pour signaler quoi que ce soit, c'est la dame. Parce que la dame, vous en avez besoin pour manger le valet de l'adversaire. Voilà. Mais les 3 autres, étant donné que le déclarant n'a plus que le valet de trèfle sec, ils n'ont pas de valeur. Ils sont tous équivalents. Ouais. Le 10, le 7, le 3, c'est la même chose. D'accord? Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là? On va faire un appel de préférence. D'accord? Et donc, le trèfle qu'on va mettre à ce stade-là va indiquer au partenaire dans quelle couleur on a une préférence pour qu'il rejoue. En excluant évidemment les carreaux, je ne vois pas dans quel cas vous pourriez avoir envie que votre partenaire joue carreau. Hein, ça n'a pas de sens. Bon. Donc, les deux seules couleurs qui vont être concernées par l'appel de préférence, c'est les deux autres, donc cœur et pique. Et en mettant le 10 de trèfle, qui est donc le plus gros trèfle du paquet sacrifiable, vous faites un appel de préférence pour la couleur la plus chère entre les deux qui restent, donc entre cœur et pique. Et donc, du coup, ça va être un appel à pique. Si vous mettez le 3 de trèfle, ça va être un appel à cœur. Vous êtes d'accord? Enfin, pas un appel, mais une préférence. D'accord? Bon. Donc, du coup, votre partenaire, lorsqu'il a cette main-là, d'accord, au lieu de rejouer cœur, qui était son flanc naturel, et ben, du coup, il joue pique et vous encaissez les 6 premières levées. S'il joue cœur, vous voyez que le déclarant fait 5 carreaux et 4 cœurs. D'accord? Alors, les appels de préférence, c'est un sujet qui est vraiment quelque chose de délicat, parce qu'il ne faut pas voir non plus des appels de préférence partout. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont une espèce de manie de l'appel de préférence et ils voient des appels de préférence dans tous les sens. Bon, donc, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les appels de préférence,
ça peut être des armes très utiles dans certaines situations, d'accord, mais il faut répertorier toutes ces situations, d'accord, voilà, où on va faire des appels de préférence ou pas. Voilà. Donc ça, indiquer une reprise à sans atout quand on ne communique plus dans la couleur longue, donc la couleur d'entame, c'est une des situations les plus utiles d'appel de préférence. D'accord. Et puis, on va voir derrière les autres utilisations principales. Alors, donc, c'est un sujet qui mérite d'être travaillé. Petite page de pub. Les éditions Promo Bridge ont publié un très bon bouquin sous la plume de Philippe Toffier sur le sujet, que je vous recommande chaudement et que vous pouvez commander directement sur Amour du Bridge. Voilà. Bon. Donc c'est un petit bouquin hein, qui ne coûte pas très cher et qui va vous répertorier toutes les situations d'appel de préférence. Et ce qui est important dans ce bouquin, c'est non seulement toutes les situations d'appel de préférence, mais c'est aussi toutes celles où ça n'en est pas. Vous voyez hein, où il ne faut pas avoir des appels de préférence partout. D'accord voilà. Hein, n'oublions pas quand même que la signalisation number one au bridge avec les petites cartes, c'est pair impair. D'accord voilà. Bon. Donc, c'est important de parler la même langue que le partenaire si on veut se comprendre, et donc de répertorier les situations où on fait des appels de préférence pour qu'on n'en voit pas partout. D'accord et qu'on ne confonde pas avec des appels directs ou surtout avec du pair impair. D'accord donc là, vous voyez que c'est une situation où l'appel de préférence, clairement, peut être utile parce que le flanc naturel du partenaire qui est de jouer cœur ne vous convient pas. OK bien. Alors, deuxième exemple. Il est là. Alors, les adversaires sont arrivés à 4 cœurs, donc Snore a ouvert d'un trait, votre partenaire est intervenu à un pic, 2 cœurs, 200 atouts, 4 cœurs. Bien. Alors, vous avez une entame facile du singleton pique. Le mort s'étale, met un petit, votre partenaire prend de l'as, et le déclarant met un petit. Alors, dans ces cas-là, il faut faire attention quand on est à la table, parce que là, bon, on est devant un écran, donc c'est un peu différent, mais quand on est à la table, en général, on voit l'as de pique du partenaire avec des yeux inamourés, parce qu'on dit, chouette, mon partenaire va me donner mes coupes. D'accord bon. Et du coup, on oublie de regarder les deux petites qu'a fourni le mort et le déclarant. Voilà. Et quand le partenaire rejoue pique au tour d'après, du coup, alors si on rejoue le 2 ou le 9, ça va, c'est facile, parce que le 9, on sait que c'est une grosse, le 2, on sait que c'est une petite. Mais quand il rejoue des cartes comprises entre le 4 et le 7, c'est pas toujours aussi clair. D'accord bon. D'où l'importance d'avoir bien noté dans un coin de sa tête que le mort avait mis le 3 et que le déclarant avait mis le 2. Hein, ce qui va donc permettre de regarder la carte du partenaire. Alors là, on est en train de regarder le cas principal d'appel de préférence. Voilà, c'est le plus utile, le plus fréquent, c'est quand un des joueurs veut couper. Voilà. Donc, quand un des joueurs veut couper, le nombre de cartes que le partenaire possède dans la couleur où il coupe l'indiffère totalement. D'accord donc, le pair impair n'a, dans cette situation-là, le pair impair à pique, pas beaucoup d'intérêt. Tout ce que veut savoir le joueur ouest, c'est dans quelle couleur il a une chance de rendre la main à son partenaire pour prendre une autre coupe. D'accord bon. Donc là, quand votre partenaire va rejouer pique à la levée d'après, il sait ou il espère que vous coupez, et donc le pique qui va jouer va être un appel de préférence. Vous êtes d'accord d'où l'importance de bien regarder le pique du mort et le pique du déclarant pour pouvoir lire correctement le pique suivant que va rejouer le partenaire. Donc là, vous notez qu'il y a le 3 et le 2 qui sont tombés. Bien. Là-dessus, votre partenaire rejoue le 4. Donc le 4, c'est son plus petit. Vous êtes d'accord bon. Donc le déclarant met le valet et vous coupez. Très bien. Et on se retrouve... Ah, pardon. J'ai été trop vite. Voilà. Et on se retrouve dans cette position-là. Bien. Alors, j'ai oublié de mettre un diagramme avec la position restante. Bien, c'est pas grave. Alors, quelle carte déjà n'a pas votre partenaire? Ah oui, la dame de pique. Oui, c'est juste. Il n'a pas la dame de pique. C'est vrai, sinon il n'aurait pas fait la première levée avec l'as. Bon, et ça on le savait déjà depuis la levée d'avant. Donc le fait que votre partenaire rejoue son plus petit pique. Quelle est la carte qu'il n'a pas?
Ah non, mais l'as de trèfle, il est au mort. Alors, attention, il n'y a pas d'appel de préférence à l'atout. Hein. Voilà. Donc, l'appel de préférence ici, on exclut la couleur de la coupe, pique, et on exclut l'atout. Hein. On ne peut pas indiquer une reprise à l'atout, c'est pas possible. Donc, ne sont concernés par l'appel de préférence que deux couleurs, qui sont ici les carreaux et les trèfles. Voilà, donc c'est Jean-Pierre qui a donné la bonne réponse. Le partenaire n'a pas le roi de carreau. Voilà. Pourquoi? Parce que le roi de carreau, comme il y a trois petits hots morts, serait un espoir chez le partenaire de reprise immédiate. D'accord? Alors que le roi de trèfle n'est pas une reprise immédiate, à cause de l'as du mort. Ok? C'est-à-dire que si vous jouez trèfle, vous ne pouvez pas, évidemment, être assuré de donner la main à votre partenaire, parce que le mort peut mettre l'as. D'accord? Alors que si votre partenaire avait le roi de carreau, il pourrait espérer que ce roi de carreau soit une reprise immédiate, dans l'hypothèse, comme c'est le cas là, où vous avez l'as. Vous êtes d'accord? Donc si votre partenaire avait eu le roi de carreau, il aurait joué un gros pic pour faire un appel à carreau, en espérant que vous ayez l'as de carreau et que son roi soit une reprise. Comme il a rejoué son plus petit pic, il n'a pas le roi de carreau. D'accord? Alors maintenant, il a probablement le roi de trèfle, mais c'est pas complètement certain non plus, parce que de temps en temps, quand il a ni le roi de carreau, ni le roi de trèfle, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Donc votre partenaire n'a pas le roi de carreau, ça c'est sûr. Donc vous ne pouvez pas rejouer carreau sous l'as. Imaginons que votre partenaire ait rejoué le 8 ou le 9 de pique. Non, pas le 8, que c'est vous qui l'aviez, mais le 9 de pique. D'accord? Ou le 10 de pique, un gros. Vous auriez joué carreau sous l'as, hein, pour qu'il puisse prendre la main au roi de carreau pour vous donner une deuxième coupe à pique. D'accord? Et c'est mieux de jouer carreau sous l'as plutôt que as de carreau et carreau, dans l'hypothèse où le déclarant serait cingleton à carreau. Parce que s'il est cingleton à carreau et que vous jouez as de carreau et carreau, il coupe. Et du coup, votre partenaire ne prend pas la main. Quand vous jouez petit carreau sous l'as, il prend la main au roi de carreau, il vous donne une coupe et il est toujours temps de taper l'as de carreau au tour d'après. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, votre partenaire, en rejoignant le 4 de pique, vous a dit qu'il n'avait pas d'espoir raisonnable de prendre la main à carreau. Donc, ni le roi, ni l'as. Bon, qu'est-ce que vous rejouez après avoir fait votre coupe? Alors, si je joue trèfle, je ne joue pas la dame, hein, parce que mon partenaire, il t'entend, il a le roi de trèfle sec. Hein. Bon, pourquoi pas. Hein. Bon, ou même le roi de trèfle second, hein, ça risquerait de libérer les trèfles du mort, ça. Alors, regardez comment on va raisonner. On a déjà fait deux levées, hein, et notre objectif est de faire chuter le contrat de 4 cœurs. Alors, si votre partenaire a bien ce fameux roi de trèfle, comme son 4 de pique peut le laisser supposer. D'accord? Bien. Si le déclarant a au moins deux cartes à trèfle, ouais, le contrat va toujours chuter. Vous avez déjà fait deux levées, et si le déclarant a deux cartes à trèfle, je ne vois pas comment il pourrait faire disparaître sa perdante à trèfle. Hein. Ouais, bon. Donc votre camp fera toujours l'as de pique, la coupe qu'on a fait, le roi de trèfle du partenaire, et l'as de carreau minimum un jour. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, si le déclarant possède deux cartes à trèfle, vous pouvez rejouer n'importe quoi de votre jeu, le contrat chutera toujours. Ça vous va? Bon. Donc, nous allons faire l'hypothèse de crainte que le déclarant est cingleton trèfle. Et si le déclarant est cingleton trèfle, d'accord? À ce moment-là, jouer trèfle ne sert à rien, puisque votre partenaire ne prendra pas la main à trèfle pour vous donner une coupe à pique. Est-ce que ça va? Bon. Alors, comment est-ce qu'il va gagner le déclarant s'il n'a pas de perdante à trèfle? Il faut que notre camp, à ce moment-là, fasse deux levées de carreau. Ouais. Pour que notre camp fasse deux levées de carreau, sachant que votre partenaire n'a pas le roi, il faut que le déclarant ait potentiellement deux perdantes à carreau. Donc le roi second, sans la dame, ou roi dame troisième. Auquel cas, il a deux potentiellement carreaux perdants. Alors,
quelle serait la seule... Alors déjà, vous voyez que ça ne serait pas une bonne idée de tirer l'as de carreau. Hein. D'accord? Parce que si le déclarant a un roi-dame de carreau troisième ou le roi de carreau second, tirer l'as de carreau, ça lui file le coup. Hein. Bon. Donc, puisque nos deux levées à nous sont à carreau, mais sans le roi du partenaire, il faut laisser le déclarant se dépatouiller avec ses carreaux. Comment est-ce qu'il pourrait se débarrasser de ces éventuels carreaux perdants? Toujours dans cette hypothèse où il est singleton trèfle. Ah, mettez-vous à la place du déclarant. Comment il peut se débarrasser? Voilà. Donc, bonne réponse. Merci Jean-Pierre. En affranchissant les trèfles. Voilà. Il peut affranchir les trèfles par la coupe. Et donc, si vous rejouez trèfle, regardez ce qui se passe. On va le faire, vous allez voir. Voilà les 4 jeux. D'accord? Bien. Alors, vous rejouez trèfle, imaginons. Le déclarant prend de l'as. D'accord? Et il joue trèfle coupé. Ok? Il remonte au mort à l'atout par le valet. Il rejoue trèfle coupé. Il remonte encore à l'atout par l'as pour aller rejouer trèfle coupé. Et vous voyez que là, votre dame de trèfle tombe. Hein, et que le valet de trèfle est maître. Il enlève votre petit atout maintenant. Et il a la reprise du roi de pique pour aller chercher son valet de trèfle. Sur lequel il défausse son deuxième carreau perdant. Ok, résultat des courses, vous avez fait as de pique, pique coupé et l'as de carreau à la fin. Ça vous va? Bon, alors, on revient en arrière. On en était là. As de pique et pique coupé. Quel est le seul retour qui fait chuter? Voilà, atout. D'accord? Et pourquoi atout? Parce qu'en rejoignant atout, vous vous attaquez aux reprises du mort avant qu'il ait commencé l'affranchissement de ses trèfles. Le déclarant, comment il a gagné tout à l'heure ce retour trèfle? Il a joué as de trèfle et trèfle coupé. Donc il a commencé par couper un trèfle. Et après, il a utilisé les 3 reprises du mort, que sont le valet de cœur, l'as de cœur et le roi de pique, pour aller couper les 2 autres trèfles et chercher. Si vous jouez cœur avant qu'il ait eu le temps de jouer as de trèfle et trèfle coupé, il va lui manquer une reprise au mort. D'accord? Alors, c'est une donne difficile parce que les appels de préférence, on a tendance à y obéir, entre guillemets, de façon aveugle. D'accord? Voilà. Et en fait, non, l'appel de préférence, c'est une indication. C'est-à-dire que votre partenaire, quand il a rejoué le plus petit de ses piques, d'accord, il ne vous a pas donné l'ordre de jouer trèfle. Il vous a indiqué qu'il avait une éventuelle reprise peut-être à trèfle et pas à carreau. D'accord? C'est tout. Il ne vous a pas empêché de réfléchir. Ouais. Et donc, rejouer trèfle, il faut voir qu'en fait, c'est un leurre. Parce que, je répète le raisonnement, si le déclarant a 2 cartes à trèfle, de toute façon, il va chuter. Parce que vous ferez toujours au minimum as de pique, pique coupé, un trèfle et un carreau. Non, 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 Noël, c'est pas trop compliqué. Non, 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 c'est pas trop compliqué. D'accord? Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas trop compliqué. Il faut faire des hypothèses. D'accord? Voilà. Et l'hypothèse de crainte, c'est que le déclarant est singleton trèfle. Parce que si les doubletons, ils chutent toujours. On a déjà battu. Voilà, il ne peut plus s'en sortir si le doubleton trèfle. Il a forcément 4 perdantes inéluctables. Donc, je fais l'hypothèse qu'il est singleton. S'il est singleton, vous voyez bien que jouer trèfle, ça sert à rien, quoi. Non? Voilà. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, bah, où est-ce qu'on va faire 4 levées? Réponse, on ne peut faire que 2 levées de carreau. Mais pour faire 2 levées de carreau, il ne faut pas qu'il puisse défausser ses carreaux. Sur quoi il peut défausser ses carreaux? Sur les trèfles. Donc, il faut que j'interdise au déclarant d'affranchir les trèfles. Donc, il ne faut pas que je joue trèfle, sinon je fais son boulot. Ouais. Donc, il faut que je m'attaque aux reprises du mort. Elles sont où les reprises du mort? À cœur. Ouais. C'est difficile, hein, c'est un coup de bridge difficile. Mais ce n'est pas insurmontable. Vous voyez? Tout le monde peut trouver ça dans l'assistance. D'accord? Alors, absolument, comme dit Catherine, son 4 de pique est plutôt, c'est pas tellement un appel à trèfle, quelque part. C'est surtout un refus des carreaux. Voilà. C'est pour dire au partenaire, je n'ai pas de reprise dans la couleur où je pourrais l'avoir parce qu'il y a 3 petits carreaux au mort. Ouais. À trèfle, on sait bien qu'il n'a pas de reprise à trèfle parce que c'est l'as du mort. Ouais. Donc il n'a pas de reprise immédiate. Ouais.
Bon, et puis les reprises secondaires de deuxième tour, elles ne servent pas à grand-chose parce que le déclarant peut prendre et nous enlever nos atouts. Donc, du coup, on ne fait plus de coupe. Ouais. Donc, du coup, son 4 de pique, c'est effectivement plutôt un refus des carreaux qu'un appel à trèfle. Alors, dans le doute, on joue à tout. Oui, non, pas vraiment. Hein. On essaie de ne pas être dans le doute. Voilà, on essaie de sortir du doute. D'accord. Ok. Donc, c'est une donne qu'il faut travailler parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, les appels de préférence, quand un joueur veut couper, c'est des choses qui sont très utiles, mais attention, ça n'empêche pas de réfléchir. D'accord. Il y avait une donne extraordinaire, vraiment une des plus belles donnes de flanc que j'ai vues dans ma vie. C'était Alain Lévy face à Hervé Mouyel. Bon, alors, bon, Hervé Mouyel nous a quittés il y a quelques années, mais la paire Lévy-Mouyel, c'était vraiment, bon, d'abord, une des meilleures paires du monde, hein, 3 fois champion du monde quand même, tous les deux. Bon, donc c'est quand même, bon, pas forcément ensemble, ils n'ont pas gagné tous leurs titres ensemble, enfin, peu importe, ils étaient quand même champions du monde ensemble et séparément. Et c'était allez, une paire qui était très forte dans tous les domaines, évidemment, mais en flanc, vraiment, c'était vraiment dans les toutes meilleures paires du monde. C'était impressionnant de les voir jouer en flanc. Et moi, je les ai beaucoup regardés jouer, et il y a eu une donne qui était vraiment extraordinaire, où Alain avait fait un appel de préférence à trèfle, hein, qui était normal, d'accord, et où j'ai vu Hervé Mouyel, qui était pourtant un joueur hyper rapide, hein, il jouait très très vite, rentrer dans sa cabine pendant 5 minutes, voilà, et au bout de 5 minutes, rejouer carreau, c'est-à-dire l'autre, hein, c'est-à-dire ne pas rejouer dans l'appel de préférence du partenaire, d'accord. Et c'était le seul flanc qui faisait chuter, voilà, des trucs. Voilà, bon, là, ça, je ne vous propose pas de faire des trucs pareils, hein, ça, c'est vraiment réservé à des joueurs de ce calibre-là. Mais la donne qu'on a vue, enfin qu'on a vu aujourd'hui là, c'est trouvable. Il faut prendre son temps. Voilà. La plupart des gens jouent trop vite quand ils sont en flanc. Oui, il faut prendre son temps, il faut faire son raisonnement étape par étape. Et oui, décortiquer cette donne, retravaillez-la, refaites-la étape par étape, et vous allez voir que ce n'est pas du tout hors de votre portée. C'est difficile, mais ce n'est pas hors de votre portée. OK. Alors, donne numéro 3. Dans le même registre, évidemment. Hop. Alors, première question d'enchère, histoire de changer un peu les idées. Un carreau passe 2 trèfles. Est-ce que vous intervenez à 2 cœurs avec cette main-là? Alors, ça serait une intervention parfaitement évidente si Nord avait fait un changement de couleur au niveau de 1. D'accord. C'est-à-dire que si les enchères, ça avait été un carreau passe un pique, par exemple, vous avez une intervention vert contre rouge absolument limpide à 2 cœurs. Hein. Bon. Alors là, c'est moins limpide. Pourquoi? Parce que la séquence des adversaires, changement de couleur au niveau de 2, montre qu'ils sont majoritaires en points. D'accord. Bon. Donc, à partir du moment où les adversaires sont officiellement majoritaires, nettement en points, euh, on ne peut plus rechercher que des contrats de sacrifice. On ne peut plus annoncer des contrats en attaque. D'accord. Puisqu'on sait que notre camp est très minoritaire. Donc, c'est pour ça que les interventions au palier de 2 sur un changement de couleur au palier de 2 sont toujours des recherches de contrats de sacrifice. D'accord. Bien. Alors, attention, mon partenaire, il n'a pas passé d'entrée, il a passé sur un carreau. Ah non, c'est pas tout à fait pareil. Bien. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut intervenir avec cette main-là? C'est discutable, hein, du fait que on sait que notre camp est minoritaire, on n'a pas de cingleton. Bon, maintenant, l'argument, c'est qu'on est quand même vert contre rouge. Bon. Donc, est-ce qu'on peut trouver des contrats de sacrifice en étant vert contre rouge? Ben, voilà. Bon. En plus, bon, clairement, on va indiquer, si jamais les adversaires jouent un contrat à sans atout, on a quand même plus envie que le partenaire entame à cœur que de le voir entamer à pique. Bon. Or, si on passe, il est probable que les adversaires, s'ils finissent à 300 atouts, ce qui ne serait pas une surprise quand ils ont commencé un carreau de trèfle, hein, un carreau de trèfle, ça amène quand même souvent un contrat à 300 atouts. Hein. Bon. Bah, il est évident que votre partenaire va entamer pique dans vos 3 petits. Bon. Or, vous avez des cœurs affranchissables probablement en une fois et un espoir de reprise au roi de trèfle. Bon. Donc tout ça fait qu'on va quand même prendre le risque d'intervenir à 2 cœurs. Bon. Mais ce n'est pas limpide, hein, du fait que ce soit un changement de couleur au niveau de 2. Là-dessus,
Sud dit 3 carreaux, votre partenaire dit 3 cœurs, bon, histoire de passer le temps, et éventuellement de surenchérir au palier de 5. Bon. L'autre dit 5 carreaux, et là, évidemment, vous n'avez pas de cingleton, pas de distribution, rien de plus que promis, donc évidemment, pas question d'aller dire 5 cœurs. Et donc, on joue le contrat de 5 cœurs. Parfait. Et là-dessus, votre partenaire entame du 2 de cœur. Le mort s'étale, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque l'entame du 2 donc, montre visiblement 3 cartes chez votre partenaire, et donc vous savez que les 2 cœurs passent. Le déclarant est double ton cœur aussi. Bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vous allez rapidement mener 2-0. Ouais. Et puis, vous avez un petit roi de trèfle qui a quand même plutôt une bonne tête derrière l'as du mort. Ça va? Bon. Donc, pour l'instant, les choses vont plutôt bien. Je vous propose de prendre l'entame à cœur avec le roi, je rappelle qu'on prend à l'économie, et d'encaisser évidemment votre as de cœur. Alors, regardez, le déclarant a mis le 8, vous encaissez l'as de cœur, le déclarant met la dame, et votre partenaire met le valet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce valet? Alors, qu'est-ce qui lui restait au moment où il a joué le valet, votre partenaire? Ouais. Comme il en avait 3, il lui restait le valet et le petit dernier. D'accord? Bon, le petit dernier qui est le 7. Donc il avait 2 cartes équivalentes, si vous voulez. Quand Dame 10, 9, 8 sont tombées, et ben, le valet et le 7, c'est 2 cartes totalement équivalentes. Donc votre partenaire en a profité, puisqu'il avait 2 cartes équivalentes, pour vous faire, de toute évidence, un appel de préférence à pique. Donc vous en déduisez, là encore, que votre partenaire a le roi ou l'as de pique. Ça va? Bon. Donc ça a l'air d'aller bien, cette histoire, pour nous. Puisque notre camp a potentiellement 4 levées. Et qu'on peut donc espérer même prendre 2 de chute, hein, puisqu'on peut espérer faire 2 levées de cœur, une levée de pique et une levée de trèfle. Est-ce que ça vous va? D'accord? Bien. Alors, sachant qu'on est en match par 4, qu'en match par 4, le seul et unique objectif que l'on poursuit, c'est de faire chuter 5 carreaux. Le nombre de levées de chute n'a pas beaucoup d'importance. Alors, là encore, on va faire des hypothèses. Donc, ce que vous connaissez de la main du déclarant, c'est qu'il a 6 ou 7 carreaux, d'après ses enchères. D'accord? Il a redit 3 carreaux, il a fait une répétition libre au palier de 3, il a clairement au moins 6 levées de carreaux. Ouais. 6 cartes à carreaux, minimum. Et vous lui connaissez 2 cartes à cœur. Votre partenaire qui a passé sur un carreau n'a pas souvent 7 cartes à pique, on est d'accord? D'accord? Et même pas souvent 6. Hein. Donc ça veut dire que le déclarant est plutôt favori pour posséder 3 cartes à pique. Tu vois? Bon. Alors, si le déclarant est 6-3-2-2, 6 carreaux, 2 cœurs, 3 piques et 2 trèfles, il va toujours chuter, et il va toujours probablement chuter de 2, parce que vous allez faire donc effectivement un trèfle, un pique et 2 cœurs. Ça va? Donc je vois pas comment il pourrait s'en sortir. Bon. Et de toute façon, il va chuter au moins d'une, puisque vous ferez toujours le roi de trèfle. Donc on va faire comme à la donne d'avant. On va faire une hypothèse de crainte. Et cette hypothèse de crainte, c'est quoi? Voilà, c'est que le déclarant soit cingleton à trèfle. Tout à fait. Vous voyez, vous commencez à voir comment on raisonne en flanc. Alors, si le déclarant est cingleton à trèfle, et qu'il a donc forcément un pic perdant, parce que votre partenaire vient de vous dire qu'il avait le roi ou l'as. Ouais.
comment est-ce qu'il pourrait envisager de se débarrasser des piques perdants qu'il a dans la main? Affranchissement des trèfles. Bien. Alors, si le déclarant est cingleton à trèfle, pour qu'il puisse affranchir les trèfles, votre partenaire, il a la dame quatrième, hein, quand même. Hein. Ou, 4, ou au moins 4 cartes. S'il est quand la dame sèche, il a besoin que d'une coupe pour les affranchir. Ça va être, Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il va jouer As de trèfle, trèfle coupé, et puis il va avoir besoin de reprise au mort pour pouvoir rejouer trèfle coupé, puis trèfle coupé, puis aller le chercher. Alors, où elles sont les reprises du mort pour aller affranchir les trèfles? Ouais, elles sont à carreau. D'accord? Alors regardez, je vais vous montrer les 4 jeux. Voilà ce qui reste chez le déclarant, et voilà ce qui reste chez votre partenaire. Donc votre partenaire vous a mis le valet de cœur pour vous dire qu'il avait un gros honneur à pique. D'accord? Bien. Donc, imaginons que vous rejouiez pique, ouais, parce que vous obéissez, entre guillemets, à l'appel de préférence de votre partenaire. Mais regardez ce qui se passe. Le déclarant, qui lui aussi a vu l'appel à pique, hein, il n'est pas complètement aveugle, le déclarant, d'accord? Bon. Ben, au lieu de faire l'impasse à pique, il plonge de l'as, et il joue trèfle pour l'as, trèfle coupé, d'accord? Carreau pour le 9, pour remonter une première fois au mort, trèfle coupé, ok? Carreau pour le roi, votre dernier atout tombe, trèfle coupé, la dame de trèfle de votre partenaire rend les armes, donc il y a 2 trèfles maîtres au mort, et comme il a habilement gardé le 3 de carreau pour remonter avec le 4, il peut aller encaisser les 2 trèfles et défausser ses 2 piques. D'accord? Bon. Alors, on revient à la position telle qu'elle était après avoir fait As-Roi de cœur, et donc, même question qu'à la donne d'avant, quel est le seul retour qui fait chuter? Voilà, comme tout à l'heure. Il faut rejouer à tout, d'accord? Pour attaquer les reprises du mort avant qu'il ait eu le temps de s'attaquer à l'affranchissement des trèfles, c'est-à-dire de jouer à deux trèfles et trèfles coupés. Et vous voyez qu'il a eu besoin, pour réussir à venir à bout de la dame de trèfle quatrième de votre partenaire, il a eu besoin de la reprise du 9, de la reprise du roi et de la reprise du 4. Ouais. Si vous jouez à tout à la troisième levée, il lui en manque une. Il n'arrivera pas à affranchir les trèfles. Et du coup, il n'aura pas d'autre choix que de faire l'impasse à pique. Alors, les appels de préférence, donc c'est très bien, c'est très utile, d'accord? Mais danger, parce que ça a 2 inconvénients, je dirais, collatéraux, oui, les victimes collatérales. C'est que d'abord, ça incite le partenaire à la paresse. Voilà. C'est-à-dire que roi de cœur, as de cœur, mon partenaire me met un flamboyant valet appel à pique. Ah ben je suis content, mon partenaire fait un appel. J'arrête de réfléchir et je joue pique. Ouais. Donc ça c'est le premier écueil. C'est-à-dire que le premier piège, ça incite le partenaire à la paresse. Et puis le deuxième écueil, c'est que quand on indique quelque chose sur l'emplacement de ses honneurs, eh bien on l'indique au partenaire, mais on l'indique aussi au déclarant. Ouais. Et le déclarant qui avait, a priori, quand il a vu le mort, bon, alors évidemment, si c'est un déclarant de haut niveau, il va se dire, bon, bah oui, effectivement, je peux affranchir mes trèfles. Mais la plupart des déclarants ne vont pas voir si loin. Ils vont dire, moi, mon coup, c'est l'impasse à pique. D'accord? Bon. Et puis, bon, on a intervenu à droite, en plus, chouette, le roi de pique va être placé, et ils ne vont pas aller chercher plus loin. Ouais. Mais maintenant, quand on lui met le valet de cœur à gauche, à la limite, en claquant ce valet de cœur sur la table, enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. D'accord? Bon. Votre partenaire, là, en ouest, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire au déclarant, cher ami, c'est pas la peine de faire l'impasse à pique parce qu'il rate. Il est en train de prévenir le déclarant que son impasse à pique, elle marche pas. Donc, du coup, bah, même s'il n'est pas champion du monde, le joueur en sud, il va se dire, bah, mon impasse à pique, il vient de me dire qu'elle ne marchait pas. Peut-être que je vais chercher autre chose. Oh, bah tiens, il y a beaucoup de trèfles aux morts. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas moyen de les affranchir? Ouais. Et puis du coup, ça va l'aider, en tout cas. Je ne dis pas que ça va être forcément
filer le coup de façon pure et nette, mais en tout cas, ça va quand même aider un déclarant pas forcément très très fort à trouver une ligne de jeu alternative à cette impasse à pique. Ouais. Et comme tous les appels, il y a un côté très négatif sur les appels, c'est d'aider plus le déclarant que le partenaire. En plus, franchement, dans cette situation-là, c'est très maladroit d'appeler à pic. D'accord? Puisque, à la limite, le retour à pic, c'est le retour naturel du partenaire. Ouais, c'est la faible du mort. À quoi ça sert de faire un appel dans une couleur que le partenaire va probablement jouer si on ne fait rien? Vous voyez? Bon, les appels, c'est utile quand on a qu'on pense que le flanc naturel du partenaire n'est pas celui-là et qu'on a envie de l'orienter sur un autre. Oui, la première donne, vous vous rappelez, on a fait un appel de préférence à pique, on jouait 300 atouts. C'est le coup, on en a mis trèfle, partenaire avait As-3 de trèfle. Et on lui a fait un appel de préférence pour montrer qu'on avait l'As de pique. Là, c'était un appel de préférence vraiment utile parce que le flanc naturel du partenaire, c'était cœur dans la faible du mort. Ouais. Là, non, franchement, à quoi ça sert? En plus, est-ce que ça va venir à l'idée au partenaire de jouer trèfle quand il y a 6 trèfles à se valer au mort? Jamais il va jouer trèfle. Ça n'a pas de sens. Donc, faire un appel à pique dans cette position-là, franchement, c'est plutôt maladroit. Ouais. Ça ne peut que prévenir le déclarant que l'impasse à pique ne marche pas. Voilà. Et inciter le partenaire à la paresse. Ouais. Donc, les appels de préférence, ça peut être des choses très utiles dans certains cas. Attention à ne pas non plus en abuser et surtout, attention à ne pas être paresseux quand on est en face. Ok, bien. Alors, dernière donne dans toujours le même registre. Alors, au niveau des enchères, vous êtes vert contre rouge, votre adversaire de droite a ouvert d'un pic, vous avez fait un barrage à 3 carreaux, vous avez la main du livre pour faire un barrage à 3 carreaux. Là-dessus, Nord a dit 3 piques, votre partenaire a dit 4 carreaux, et Sud a dit 4 piques. Dites fou, 5 carreaux. Alors, pour l'instant, j'ai eu 3 fois la même réponse. Quatre fois la même réponse. Bon, tout le monde a l'air d'accord. Bon, donc c'est bien. Voilà. Alors, donc la réponse c'est non, je ne dis pas 5 carreaux. Voilà, j'ai fait un barrage à 3 carreaux, j'ai exprimé ma main, mon partenaire est le capitaine de la séquence, et en disant 4 carreaux, il a dit je ne veux pas défendre à 5 carreaux. Voilà, parce que s'il voulait défendre à 5 carreaux, il aurait dit 5 carreaux lui-même. D'accord? Bon, c'est pas à vous, qui avez déjà exprimé votre jeu, de prendre la quelconque initiative sur ce coup-là. Bon. Donc votre partenaire a l'espoir de faire chuter ce contrat de 4 piques, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne veut pas dire 5 carreaux. Ou alors il pense que ça va être trop cher. Bon. Mais plus probablement, c'est qu'il a l'espoir de faire chuter 4 piques. Il pensait gagner 4 carreaux, donc c'est pour ça qu'il a dit 4 carreaux, parce qu'il pense les faire, et il a un espoir raisonnable de faire chuter 4 piques. Bien. Quelle est votre entame? Voilà. Entame d'un cingleton trèfle, tout à fait évidente. Hein. Donc, vous entamez du 2 de trèfle, le mort s'étale, et la première levée est plutôt sympathique, puisque votre partenaire prend de l'as de trèfle. Alors, votre partenaire va deviner évidemment que cette entame du 2 de trèfle est un cingleton, sinon je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas entamé à carreau. D'accord? Bon, puisque c'est la couleur où vous êtes fité. Bien. Donc, votre partenaire va rejouer trèfle, et en rejouant trèfle, puisqu'il sait que vous allez couper, il va vous faire évidemment un appel de préférence. Tu vois? Bon. Donc, vous regardez bien les 2 trèfles qui ont été fournis par le mort et par le déclarant pour ne pas les oublier, parce que après, une fois que la première levée va être terminée et que votre partenaire aura rejoué pour la deuxième, vous n'aurez plus le droit de demander à revoir la première. Vous êtes d'accord? Bien. Et donc, vous notez donc le 2, le 5 et le 4, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et là-dessus, votre partenaire, parce que le flanc, je dirais, qui paraît le plus naturel, c'est votre partenaire rejoue trèfle, vous coupez, et vous jouez carreau sous l'as. Hein.
D'accord? N'oubliez pas que votre partenaire vous a fité à 4 carreaux. Donc, il est raisonnable d'espérer qu'il est le roi. Ouais. Et auquel cas, il peut prendre la main avec le roi de carreau pour vous donner une deuxième coupe à trèfle. Bien. Donc, votre partenaire rejoue le 10 de trèfle. Le plus gros du paquet. Alors, vous coupez. Et on se retrouve dans cette position-là. Donc, quelle est, là encore, la signification de ce 10 de trèfle? Voilà, c'est le plus gros des trèfles de votre partenaire. Donc, c'est un appel de préférence à cœur. Donc, là encore, quelle est la carte que votre partenaire n'a pas? Le roi de carreau. Si votre partenaire a vu le roi de carreau, après votre barrage à carreau, il aurait joué son plus petit trèfle pour vous dire rejoue sous ton as, donne-moi la main au roi, et comme ça je pourrais te donner une deuxième coupe à trèfle. Ça va? Donc votre partenaire n'a pas le roi de carreau. Très bien. Donc qu'est-ce que vous rejouez? Voilà. Alors, le 10 de trèfle de votre partenaire, c'est visiblement son plus gros. Donc, vous pouvez en déduire qu'il n'a pas le valet. Ouais, s'il a eu le valet, il aurait joué le valet. Bon. Donc, du coup, le déclarant possède encore roi-valet de trèfle. Ouais, bien. Alors, si vous rejouez cœur, donc pour obéir, entre guillemets, à l'appel de préférence de votre partenaire. Si l'appel à cœur de votre partenaire provient de l'as, tout va bien. Il va prendre de l'as, il va rejouer trèfle que vous allez encore couper, vous taperez l'as de carreau à ce stade-là, et vous allez encaisser -2 sans effort excessif. Bon, mais le problème, c'est que votre partenaire, il n'a pas toujours des as, hein, ouais, et que s'il a fait un appel à cœur avec juste le roi ou même roi-valet, qu'est-ce qui va se passer? Le déclarant va prendre le retour à cœur de l'as, va enlever les atouts qui restent, et comme il lui reste roi-valet de trèfle, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il va tirer roi-valet de trèfle et il va évacuer le carreau du mort. Et l'as de carreau va repartir à la caisse d'épargne, là où il y a un écureuil qui le grignote. Ça vous va? Et vous ne ferez plus votre as de carreau. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je tape l'as de carreau, je vais libérer le roi du déclarant, parce que si ce n'est pas mon partenaire qui l'a, c'est le déclarant qui l'a. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Le roi de carreau, il ne sert à rien. Il n'a rien à défausser sur le roi de carreau. D'accord? Voilà. Donc, vous mettez l'as de carreau au chaud, et après, rien ne vous empêche de rejouer cœur. D'accord? Si votre partenaire a l'as de cœur, tout va bien, vous prendrez -2 de toute façon. D'accord? Ça ne change rien, vous pourrez encore prendre une autre coupe à trèfle. Mais si votre partenaire n'a pas l'as de cœur, eh ben, vous pouvez espérer que la quatrième levée du flanc, ce soit le cœur qui finisse par faire s'il a roi-valet. D'accord? Mais ça, il n'y a pas le feu au lac. On le fera toujours. Il y a le déclarant n'a pas de quoi défausser ses cœurs perdants. D'accord? Par contre, il a de quoi défausser le carreau du mort. Donc, d'où l'importance d'avoir tiré l'as de carreau avant. D'accord? Donc, voilà les 4 jeux. Vous voyez que si vous rejouez cœur, le déclarant prend le valet avec l'as, enlève les atouts, tire roi-valet de trèfle pour jeter le carreau, et puis il n'a plus qu'un cœur à donner. Et donc, résultat, vous aurez fait l'as de trèfle, une coupe et un cœur. Mais vous aurez pu faire l'as de carreau. Si vous tapez l'as de carreau avant, vous libérez le roi du déclarant, mais ça ne lui sert à rien. Il reste toujours avec un cœur perdant. D'accord? Bon. Alors, moralité de la leçon d'aujourd'hui, les appels de préférence, c'est formidable, ça peut être très utile, mais attention, ça ne doit pas vous dispenser de réfléchir et vous ne devez pas rejouer aveuglément dans l'appel de préférence de votre partenaire. D'accord? Hein, il y a eu 3 cas sur 4 où il ne fallait pas rejouer dans l'appel de préférence du partenaire. Les 2 premiers, où il fallait rejouer à tout pour s'attaquer aux reprises du mort, parce que c'était le danger, c'était l'affranchissement de la longue. Et là, il fallait penser à taper l'as de carreau avant, parce que sinon, on ne le faisait plus. Ouais. Donc, faites attention. Les appels de préférence, c'est bien, c'est utile, ça peut rendre des grands services dans certaines situations, mais il faut quand même faire attention et ne pas s'abstenir de réfléchir. Ok? Ça vous va? Alors, je vous rends la parole.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter les appels de préférence, n'hésitez pas non plus. Vous allez sur Amour du Bridge, je vais vous passer la commande. D'accord. Et puis, sinon, bah, les prochains rendez-vous, c'est, l'année prochaine, évidemment, c'est la petite journée aussi de mini-stage, enfin, un jour ou 2 jours, sur les cubides, le premier jeudi de juin. Voilà. Et puis, sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et si vous n'avez pas de questions, voilà. Donc, il faut y répondre en ayant bien analysé. Voilà. Il faut faire un plan de jeu, absolument. De toute façon, si vous, voilà, quand on joue au bridge, au jeu de la carte, qu'on soit déclarant ou qu'on soit un joueur de flanc, si on ne fait pas de plan de jeu, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est clair. D'accord. Même partiel, même incomplet, même imparfait. Voilà. Mais il faut au moins avoir une ébauche de plan pour avoir une idée de là où on se retrouve. Et après, bon, je ne dis pas que c'est facile, hein. Il y a toujours des choses qui restent difficiles, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Hein. Si le bridge était facile, ce ne serait pas amusant. Voilà. Bon. Mais au moins, on a une chance de trouver la solution. Si on se contente je dirais, de regarder les appels du partenaire et de faire petit en seconde, gros en troisième, clairement, ça ne suffira pas. D'accord. Il faut qu'on ait un plan. OK. Bien. Alors, c'est moche quand on n'arrive pas. Bah oui, évidemment, c'est toujours embêtant de se faire empailler les as. Absolument. Voilà. C'est très désagréable de ne pas faire ses as. C'est sûr. Voilà. Donc, méfiez-vous. Les as, c'est pas toujours d'élever. C'est pas toujours dire prise non plus. Hein. On a l'impression que les as, c'est dire prise parfaite et absolue. Non, c'est pas vrai. Hein, pour qu'un as soit une reprise, il faut que quelqu'un joue de la couleur. Voilà. Et si le partenaire ne prend pas la main et que le déclarant n'a pas besoin de passer par cette couleur-là, eh ben, le las n'est pas une reprise. Donc, méfiance. Voilà. Allez, bonne journée à tous.